Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une idée assez fascinante dans l'apprentissage des langues. L'idée de ne plus traduire dans sa tête, mais de penser directement en français. Nos sources, y compris des extraits d'un guide intitulé Tuzui van Nooy Tien Phap, explorent justement cette approche. Bonjour. Oui, une approche qui peut sembler un peu radicale au début, mais qui est au cœur de la fluidité. Exactement. Le principe, c'est penser en français, parler en français. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça. Pourquoi est-ce que cette méthode est considérée comme si efficace? Comment ça marche concrètement dans notre cerveau et dans la pratique? Alors, pour commencer, il faut regarder les fondations cognitives. Le gros avantage de penser directement en français, c'est que ça élimine une étape. L'étape de la traduction mentale depuis sa langue maternelle. Ah oui, ce va-et-vient constant. C'est ça. Ce va-et-vient, il est épuisant et surtout, il freine énormément. Il empêche la spontanéité, la rapidité de réaction dans une conversation. On est toujours en décalage. Je vois. Et l'idée qui est vraiment puissante derrière ça, c'est qu'on parle d'une sorte de recablage du cerveau. Il s'agit de créer de nouvelles connexions, de nouveaux chemins neuronaux pour que les concepts soient directement accessibles en français. Un recablage, carrément. Oui, c'est un peu l'idée. Les recherches, même si on ne va pas citer des noms compliqués, montrent bien que les personnes qui maîtrisent vraiment plusieurs langues fonctionnent comme ça. Les mots, les structures françaises, ils sont là, disponibles immédiatement, sans passer par la case traduction. C'est l'objectif ultime en quelque sorte. Naturellement en français. C'est un peu comme si on débloquait une nouvelle interface mentale, si vous voulez. Et comment on amorce ce recablage? Ça paraît un peu abstrait. Eh bien, un outil très concret et souvent sous-estimé, c'est ce qu'on appelle le monologue intérieur. C'est tout simple, se parler à soi-même en français. Oui. Oui, même pour des choses très basiques du quotidien. Se raconter ce qu'on est en train de faire. Par exemple, mentalement, je prépare mon café. Ou tiens, où est-ce que j'ai mis mes clés? Ou même anticiper, qu'est-ce que je vais manger ce soir? D'accord. Des petites phrases simples mais régulières. Exactement. L'idée, c'est de commencer à faire du français la langue par défaut pour ces petites pensées internes. Petit à petit, on habitue notre cerveau à fonctionner aussi dans cette langue. C'est intéressant comme approche. Donc, l'idée, c'est vraiment d'installer le français au cœur de notre machinerie, de notre machinerie mentale. Mais alors, une fois qu'on commence à penser un peu en français, vient l'étape de la parole. Et Là, c'est souvent le blocage. oui, la fameuse peur de faire des erreurs, c'est un obstacle énorme pour beaucoup de gens. Comment est-ce que les sources abordent cette barrière psychologique? C'est un point absolument central. Et les sources sont très claires là-dessus. Il faut parler. Même si c'est truffé de fautes au début. Il faut oser. Même avec des fautes? Surtout avec des fautes, j'ai envie de dire. Il y a une idée importante ici, qu'on appelle parfois l'hypothèse de l'output, de la production. En gros, l'effort même de construire une phrase en français, de chercher le bon mot, d'essayer d'appliquer une règle de grammaire, eh bien, c'est cet effort, cette lutte productive. Une lutte productive? J'aime bien l'expression. Oui, c'est ça, c'est cette lutte qui ancre réellement la langue. Quand on parle, on ne fait pas que répéter. On active ses connaissances, on les teste en temps réel. C'est un traitement beaucoup plus profond que la simple compréhension passive quand on lit ou on écoute. D'accord. Donc, parler, ce n'est pas juste le résultat de l'apprentissage, c'est une partie intégrante du processus d'apprentissage lui-même. Absolument. C'est en essayant de produire, en se confrontant à ses propres limites, qu'on identifie les lacunes et qu'on solidifie ce qu'on sait déjà. Et puis, il y a une autre dimension. Laquelle? La dimension culturelle. Parler, c'est aussi entrer dans les codes sociaux de la langue. Quand utiliser tu ou vous. Comment manier les expressions idiomatiques du genre jeter l'éponge ou avoir le coup de foudre. Tout ça, ça s'apprend et ça s'affine principalement par la pratique orale, par l'interaction. Oui, ça demande de se lancer, effectivement. Alors, cet accent mis sur l'action, sur la production, c'est très clair. Mais concrètement, comment on fait pour intégrer ça dans un quotidien qui est souvent déjà bien chargé? Quelles sont les pistes pratiques que les documents proposent? Alors justement, les stratégies suggérées sont souvent très accessibles, pas besoin de révolutionner son emploi du temps. Par exemple, une chose toute simple, étiqueter mentalement les objets autour de soi. Étiqueter. Oui. Vous êtes assis à votre bureau, la chaise, l'ordinateur, la lampe, la fenêtre. Vous êtes dans la cuisine, le frigo, la tasse, le couteau. Ça ancre le vocabulaire de base dans votre environnement immédiat. C'est simple, mais efficace. D'accord. Une sorte de post-it mental permanent. Voilà.
Une autre idée, c'est de tenir un petit journal intime en français. Pas besoin d'écrire des pages, quelques phrases simples, chaque jour. Aujourd'hui, j'ai travaillé sur, ce soir, je suis fatigué, j'ai mangé des pâtes. Ça force à formuler des pensées personnelles. C'est abordable, ça. Tout à fait. Et puis, il y a l'idée de se raconter ses actions pendant qu'on les fait. Un peu comme le monologue intérieur dont on parlait, mais peut-être même à voix basse si on est seul. Je coupe les carottes, je ferme la porte, je lis mes emails. Ça connecte l'action et la langue. Ça transforme le quotidien en terrain d'entraînement, en fait. Exactement. Et bien sûr, l'idéal, c'est l'interaction. Chercher activement des partenaires d'échange linguistique. Ça peut être en ligne, via des applications dédiées ou dans des cafés des langues, des groupes de conversation. Pour avoir de vraies situations de communication. C'est ça. C'est là que tout prend son sens. Devoir comprendre l'autre, se faire comprendre, négocier le sens. C'est irremplaçable. Ces pistes sont... Oui, elles semblent assez gérables, même pour quelqu'un qui débute ou qui a peu de temps. Mais bon, on s'en doute, le chemin n'est pas toujours facile. Quels sont les défis les plus courants qui sont mentionnés dans les sources? Oui, il faut être réaliste. Il y a des obstacles. Le premier, c'est souvent la charge. La charge cognitive, surtout au début. Penser et parler dans une langue étrangère, ça demande beaucoup d'énergie mentale. On peut se sentir vite dépassé. Comment on gère ça? La clé, c'est de commencer petit. Vraiment petit, des phrases très simples, des structures basiques. Je suis content, j'aime le café, il fait beau. Il ne faut pas vouloir tout dire parfaitement tout de suite. La complexité viendra progressivement. C'est un marathon, pas un sprint. D'accord. Accepter de commencer simple. Voilà. Un autre défi fréquent, c'est le manque de vocabulaire. On veut dire quelque chose, mais hop, le mot manque. C'est frustrant. Oui, très frustrant. Là, l'approche suggérée, c'est de se concentrer sur les mots les plus fréquents. Les verbes essentiels comme être, avoir, aller, faire, les petits mots de liaison. Ce sont eux qui forment l'ossature de la langue. Mieux vaut bien maîtriser ce noyau dur que de connaître plein de mots rares qu'on n'utilise jamais. Prioriser l'utile ensemble. Exactement. Et enfin, il y a le manque de confiance en soi. La peur du jugement, la peur de se tromper. On en revient toujours un peu là. Oui, c'est un cercle vicieux parfois. On n'ose pas parler parce qu'on a peur de faire des fautes, et comme on ne parle pas, on ne progresse pas. Tout à fait. La recommandation ici, c'est de chercher activement des environnements bienveillants, des groupes de conversation où l'erreur est acceptée, voire encouragée comme faisant partie du processus. Des tuteurs ou des partenaires d'échange compréhensifs, se créer une sorte de zone de sécurité pour oser parler. Trouver des alliés en quelque sorte. C'est une bonne image, oui, trouver des alliés dans son apprentissage. Mais malgré ces défis, il faut souligner que les bénéfices à long terme de cette approche, penser et parler en français, sont considérables. Ah oui. Quels sont ces bénéfices mis en avant? Le premier, le plus évident, c'est une fluidité accrue. La parole devient plus naturelle, moins hachée, moins dépendante de la traduction. On se rapproche de la façon dont un locuteur natif utilise la langue. La communication devient plus authentique. Plus spontané, j'imagine. Oui, tout à fait. Ensuite, ça ouvre un accès beaucoup plus direct et profond à la culture francophone. Lire un roman en version originale, comprendre les nuances d'un film sans sous-titres, apprécier les paroles d'une chanson. Penser dans la langue permet de saisir ces subtilités qu'une traduction peine souvent à rendre. C'est une immersion plus profonde. C'est exactement ça. Et puis, il y a des bénéfices cognitifs plus généraux. Apprendre à jongler avec plusieurs systèmes linguistiques, à inhiber une langue pour en utiliser une autre, ça renforce certaines capacités du cerveau. On parle souvent d'une meilleure flexibilité mentale, d'une attention accrue, parfois même d'une mémoire améliorée. Donc apprendre une langue de cette façon, c'est aussi bon pour le cerveau en général. Les recherches tendent à le montrer, oui. C'est un excellent exercice cérébral. Et enfin, bien sûr, il y a les opportunités très concrètes, professionnelles, personnelles, les voyages, les rencontres. Maîtriser une langue comme le français ouvre énormément de portes. C'est très clair. Donc pour résumer un peu ce qu'on a exploré grâce à ces sources, s'efforcer de faire du français la langue de ses pensées et puis oser utiliser cette langue pour parler, même avec des imperfections au début. Ce serait vraiment une voie royale pour dépasser la simple connaissance scolaire et atteindre une maîtrise plus vivante, plus incarnée de la langue. C'est tout à fait ça. C'est passer d'une connaissance sur la langue à une capacité à faire avec la langue.
Et ça change tout. Ça donne envie de s'y mettre ou de persévérer en tout cas. Exactement. Et pour conclure peut-être, cette discussion soulève une réflexion un peu plus philosophique presque. Si le fait d'adopter la structure d'une nouvelle langue pour organiser nos pensées internes peut effectivement, comme on l'a dit, recabler un peu notre cerveau, jusqu'à quel point est-ce que ça pourrait aussi, de manière plus subtile, influencer notre façon de percevoir le monde, voire même toucher à notre propre sentiment d'identité? Ah, c'est une question vertigineuse. Est-ce que parler une autre langue, penser dans une autre langue, ça nous change un peu? C'est une possibilité fascinante, non? Chaque langue découpe le monde un peu différemment, a ses propres nuances, ses propres concepts. Adopter ces nouvelles lunettes linguistiques pourrait bien teinter notre vision des choses. C'est une piste de réflexion intéressante à garder en tête. Absolument. Une belle question pour terminer notre exploration d'aujourd'hui. Thanks for joining us. If you enjoyed this episode, please subscribe, like, and share with your friends.